Bonjour tout le monde, merci d'être nombreux donc, à venir écouter Véronique aujourd'hui. Véronique Vallée, donc, qui est enseignante en classe de CM2 à l'école La Salle du groupe scolaire Sainte-Marie-La Salle de Lons-le-Saunier. Et Véronique va vous parler d'une organisation de classe qu'elle pratique et qui s'appelle la classe flexible. Alors, ce qu'on vous propose, c'est Véronique va expliquer la classe, comment elle fonctionne, l'origine du projet, les questions qu'elle a pu avoir. Xavier, en même temps, vous mettra de temps en temps des photos pour que vous ayez vraiment un visuel aussi de la classe flexible. Vous pouvez en même temps poser quelques questions, les écrire. Moi, j'en prendrai note. Et à la fin de la présentation de Véronique, on pourra prendre un temps pour répondre à vos questions. Voilà. Merci à toi, Véronique, en tout cas. Je vous en prie. Et je me permets juste une toute petite incise. Pour écrire la question, vous avez un icône qui s'appelle conversation. Et donc, c'est dans la conversation que vous pouvez écrire votre question. Merci et Véronique, à vous la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis contente de pouvoir partager aujourd'hui mon expérience avec vous. Donc, je suis enseignante donc en CM2 depuis 10 ans bientôt. J'arrive un petit peu en fin de carrière. Et mon expérience à moi, ça a commencé avec le travail par plan de travail que j'ai pratiqué depuis déjà une bonne quinzaine d'années. Donc, j'ai découvert ça à force d'aller dans des formations, etc. Et petit à petit, parce que j'aime pas trop refaire les mêmes choses d'une année sur l'autre, donc je suis assez curieuse et je me suis intéressée à un certain nombre de choses qui se faisaient ailleurs. Donc la classe flexible, il faut savoir que ça vient à la base, hein, c'est d'Amérique du Nord, hein, c'est les États-Unis, le Canada. Et donc moi je suis allée sur des forums, sur des sites qui expliquaient un petit peu ce que c'était que la classe flexible, tout en continuant de travailler moi de mon côté le plan de travail. J'ai fait des formations aussi là-dessus. Et puis je me suis aussi un petit peu intéressée à la classe inversée, parce que on en reparlera après, mais vous allez voir que ça s'imbrique un petit peu tout l'un dans l'autre. Donc j'ai découvert la classe flexible en allant sur des forums. Et puis, donc, je vais vous expliquer ce que c'est et puis je vous dirai après, moi, comment ça fonctionne dans ma classe. Donc, à la base, la classe flexible, c'est une organisation d'espace, c'est aussi une organisation de travail et c'est également proposer aux enfants de se positionner physiquement sur différents supports. Donc, il a fallu au départ, j'ai commencé tout doucement. Donc, évidemment, j'avais pas le matériel parce que, voilà, au départ, j'avais la classe basique avec les chaises, les tables. Donc, j'ai commencé à pousser un peu les tables, à faire des îlots, à prendre des bancs chez les collègues de maternelle pour pouvoir faire des endroits de regroupement. Parce que vous allez voir après sur la vidéo qu'on va vous passer, vous allez voir qu'en fait, l'organisation spatiale, elle est un petit peu comme en maternelle. Donc, on a des îlots. Et puis, on a des espaces de travail. Et donc voilà. Donc, j'ai commencé comme ça à organiser avec le matériel que j'avais, en proposant. Alors, nous, on a la chance d'avoir, à l'époque, sur le site La Salle, on avait des grands couloirs, on avait des escaliers. Donc, moi, je proposais aux enfants de pouvoir aussi sortir dans le couloir, aller s'asseoir dans le couloir, aller s'asseoir sur les marches d'escalier. Voilà, ils avaient l'autorisation de s'installer comme ils voulaient et de travailler dans la position qu'ils voulaient. Donc ça a été, après le Covid est arrivé, donc ça a été mis un petit peu en stand-by pendant quelques mois. Et puis donc l'année d'après, j'ai repris ça. Et cette fois-ci, en essayant d'acheter du matériel un peu plus approprié. Donc, on avait des assises, je proposais des assises différentes. Alors, les différentes assises, ça peut être des gros ballons sur lesquels on peut s'asseoir. Moi, dans ma classe, là, j'ai des tabourets, j'ai des chaises à roulettes. Le mobilier est pratiquement tout est sur roulette pratiquement pour pouvoir déplacer facilement selon l'organisation de la journée, de la matinée ou de l'après-midi. Et on peut bouger comme ça le mobilier en permanence, en fonction des besoins.
Et puis, en parallèle avec ça, donc, proposer aux enfants un plan de travail. Donc, ça, je le pratique depuis déjà un certain nombre d'années. Et par contre, je l'ai bien retravaillé. J'ai refait des formations là-dessus pour pouvoir aussi adapter aussi aux élèves que j'avais en face de moi. Et donc, cette année, j'avais plusieurs groupes de travail, donc plusieurs plans de travail différents selon les difficultés des enfants, selon le niveau des enfants. Et donc, chaque élève a un plan de travail. Alors, il n'est pas forcément individualisé. Dans l'absolu, ce serait l'idéal de pouvoir l'individualiser pour chaque élève. Moi, c'est plutôt par petits groupes. Et puis, je travaille après avec chaque enfant en fonction de ce qu'il fait et de ce qui lui reste à faire. Donc le plan de travail, il fonctionne. Moi, je l'ai utilisé, je l'utilise beaucoup en français et en maths. Et au départ, je ne l'utilisais que pour ça, parce que c'est quand même un gros chantier. Parce qu'il faut avoir, il faut que les enfants puissent avoir accès aux fiches de travail ou aux livres si on travaille sur les manuels. Enfin voilà, c'est quand même un gros investissement au départ pour pouvoir proposer aux enfants une quantité de fiches de travail. Faut plastifier, c'est un gros travail, un gros chantier en amont. Mais après, les enfants ont accès aux fiches de travail. Alors je sais pas, Xavier, si toi tu peux passer en même temps le diaporama, parce que nous on le voit pas du coup. Mais voilà, si vous regardez le diaporama, vous allez voir, il y a des espaces bien définis, des étagères, voilà. Et donc voilà, au niveau de l'organisation, comment ça se passe? Voilà. Donc là, vous avez le diaporama qui a démarré. Donc là, ça fait un petit espace regroupement en face de mon tableau. Et le tableau est équipé d'un vidéoprojecteur. Donc chaque petit groupe passe au fur et à mesure de la matinée vers moi dans cet espace-là pour travailler sur la notion du jour. Donc moi, en général, je fais une notion de maths, une notion de français dans la journée, dans la matinée. Et donc, moi, j'avais 4 groupes cette année. Donc, les 4 groupes se succédaient dans la matinée pour pouvoir travailler avec moi sur une notion bien précise. Pendant ce temps-là, les autres… Alors, moi, les petits groupes, je fais des petits groupes de 7-8 élèves. Il ne faut pas que ça aille au-delà, hein, parce que l'intérêt, justement, du petit groupe, c'est qu'on peut avoir la vue tout de suite sur les enfants qui ont une difficulté, s'il y a besoin de réexpliquer, etc. Donc, ils sont près de moi. En général, ils ont leur ardoise. Et puis, on travaille comme ça sur l'ardoise, etc. Donc, disons que ça dure à peu près une quinzaine de minutes. 15 minutes en français, 15 minutes en maths. Pendant ce temps-là, les autres enfants travaillent sur le plan de travail et du coup, ça leur permet de faire des choses en autonomie en attendant que ce soit leur tour de passer. Donc, vous voyez là sur le diaporama, vous avez les différentes assises, les différentes hauteurs de table, parce que j'ai des tables très basses, j'ai des tables à hauteur normale, puis j'ai des tables qui sont très très hautes pour que les enfants puissent travailler debout éventuellement. Et puis des étagères de rangement avec les boîtes où ils retrouvent les fiches de travail, les jeux s'il y a des jeux. Enfin voilà, c'est tout. Tout est accessible. Les enfants donc n'ont pas de pupitre, n'ont pas de casier dans les tables, et donc vous voyez sur le diaporama, ils ont chacun un casier, un peu comme au collège. Hein. Ils ont chacun un casier avec toutes leurs affaires à l'intérieur. Voilà. Et donc voilà les coussins. Donc, mais on peut proposer, il y a plein de choses les hauteurs de table, les tabourets, les tables hautes, ça permet aux enfants de s'installer comme ils veulent. Hein. Il y en a qui préfèrent être assis par terre, il y en a qui préfèrent rester debout. Voilà. J'ai déjà eu tous les cas de figure, j'en ai même qui sont allongés par terre, hein, ça arrive. Mais ça gêne pas dans la mesure où, au contraire, eux, ils sont installés comme ils ont envie et ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc je sais pas où on en est. On peut encore en mettre là. Bon, voilà, les différentes chaises, les différentes assises. Voilà. Voilà. Donc là c'est une table qui est très très haute avec les chaises qui se montent et puis aussi on peut rester debout carrément devant ces hauteurs de table là. Et là, c'est la dernière diapositive. Et voilà, donc la dernière avec les différents, donc les casiers, donc un casier par élève. Quasi individuel. Alors après, moi je me suis aussi intéressée en même temps à ce qu'on appelle la classe inversée.
Alors la classe inversée, qu'est-ce que c'est? C'est les leçons qui sont sur des capsules vidéo. Alors moi, je me sens pas capable de les faire, mais il y a des gens qui font ça très très bien. Moi, j'utilise beaucoup les capsules de Canopé, entre autres, hein, ou de Maître Lucas, qui fait des choses très très bien. Et donc, ça permet aux enfants de visualiser les notions en amont, à la maison, tranquillement. Donc, c'est des petites vidéos qui durent 3, 4, 5 minutes maximum. Et d'arriver en classe le lendemain avec déjà une idée de ce que va être la notion. Alors, du coup, moi, quand je les prends par petits groupes, pour certains, ça va aller super vite parce que finalement, ils auront compris tout de suite comment voilà, la notion est comprise déjà. Donc, ça permet de faire des petits exercices d'entraînement sur l'ardoise. Et puis, pour d'autres, il y a besoin de reprendre parce que la vidéo n'a pas été forcément bien comprise. Donc, on reprend la leçon individuellement après, pendant le temps de regroupement, pour qu'ils puissent après retravailler sur leur plan de travail. Donc, chaque plan de travail, hein, je vous disais, donc c'est pas tout à fait individuel, c'est plutôt par groupe. Et donc, chaque plan de travail va être différent selon les groupes, en fonction de leur pénibilité, de la quantité d'écrits qu'ils peuvent produire. Voilà, donc j'ai des enfants qui vont écrire beaucoup, qui vont bien, donc qui vont faire les exercices écrits sur le cahier en entier. Voilà. Il y en a d'autres qui vont me mettre que les réponses, et puis il y en a qui vont carrément travailler sur fiches plastifiées. Et puis qui n'auront très très peu à écrire. Donc voilà, ça permet à chaque enfant d'étudier la même notion, mais avec des exercices adaptés à leurs difficultés. Par contre, au niveau des évaluations, les évaluations, elles sont identiques pour tout le monde. Donc tout le monde est évalué pas en même temps, parce que voilà, ils peuvent faire leurs évaluations des fois avant les autres, mais en tout cas, l'évaluation est la même pour tous. Voilà. Je crois que dire d'autre. Au niveau moi, alors j'ai la chance cette année de n'avoir que 25 élèves, mais j'ai déjà pratiqué quand même avec 30 élèves. Alors à 30 élèves, c'est compliqué parce qu'il faut avoir l'espace. Donc c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours des salles qui sont adaptées au niveau de l'espace. Mais bon, je pense que ça peut se tenter. Après, on adapte. Hein, enfin voilà, je pense qu'il faut être assez libre quand on met en route cette pratique. Il faut pas se mettre de barrière. Je pense qu'il faut aller très doucement, aller à son rythme, peut-être faire que en français par exemple, ou que en maths, voilà, selon son propre rythme aussi, et puis pas vouloir tout faire parce que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quand même beaucoup de travail en amont, et on peut pas le faire, enfin on peut pas tout mettre en place sur une année, ce serait beaucoup trop chronophage. Donc il faut y aller aussi très doucement, faut pas se dégoûter, hein. Je pense qu'il faut y aller très lentement, et puis prendre conseil après aussi, pourquoi pas, si c'est un travail d'équipe, ça peut être sympa aussi, hein, de se partager le travail en amont, c'est sympa. Moi, j'étais un peu toute seule dans mon coin, donc j'ai fait un peu toute seule, mais je pense que ça peut, voilà, si c'est un travail d'équipe, ça peut être aussi la fabrication des jeux, des fiches de travail. C'est vrai qu'on se partage, c'est plus sympa, et puis c'est moins long, quoi. Donc moi voilà, j'utilise beaucoup les fiches plastifiées, les fiches individuelles, et puis les jeux. Moi j'ai piqué pas mal de jeux sur différents sites, des jeux de français, des jeux de maths qui sont très bien faits. Moi j'ai beaucoup pris chez Mallory. Il y a énormément de jeux pédagogiques chez Mallory. Alors bon, après c'est vrai que c'est aussi faut aussi imprimer, découper, plastifier les jeux, mais une fois que c'est fait, voilà, c'est un gain de temps, et puis les enfants, ils prennent, donc ils sont vite habitués au fonctionnement, et ça pose pas de problème. Voilà. Moi, ce que j'ai pu découvrir et puis trouver de positif dans cette démarche-là, c'est que je suis beaucoup plus disponible auprès des enfants dans la journée, puisque tout est en place, tout est prêt.
Donc parfois je mets un petit peu plus de temps avec certains groupes au temps de regroupement, mais une fois que les 4 groupes, alors des fois ça va très très vite, des fois les 4 groupes ils sont passés rapidement et du coup moi après je suis disponible pour tout un chacun s'il y a des besoins particuliers ou pour donner des conseils ou même des fois pour faire les corrections avec eux, enfin voilà. Ça me permet quand même d'être très disponible. Moi, au niveau, l'avantage aussi pour les enfants, c'est que ils deviennent très très autonomes au bout d'un certain temps. Alors il faut le temps, bien sûr. Hein. Moi, en général, je me donne jusqu'à la Toussaint pour que ils prennent le rythme, qu'ils comprennent comment ça fonctionne, un plan de travail, qu'ils comprennent où sont les différents jeux, les différentes fiches, etc. Et puis qu'ils prennent bien en compte tout ce qu'il y a à prendre en compte. Et puis en général, arrivé à la Toussaint, pratiquement, je veux dire 75% des élèves que j'ai, ils ont compris, ils sont autonomes et ils ont plus besoin de moi pour s'organiser. Donc moi je pense que c'est bénéfique après au niveau du collège. Alors, j'ai pas de retour encore. Hein. On est en train de faire une enquête auprès des collègues du collège pour savoir comment eux ils ont ressenti au niveau des enfants qui avaient pratiqué cette pédagogie et ceux qui ne l'avaient pas pratiquée. Donc là, j'ai pas de retour pour l'instant, mais moi je trouve, et les parents me le disent aussi, que finalement ils deviennent autonomes un petit peu plus rapidement et qu'ils arrivent à s'organiser parce qu'on a quelque chose qui est quand même assez proche du collège. L'organisation avec les casiers, ils ont leur travail, les devoirs sont donnés parfois un mois en avance, donc tout est planifié à l'avance et du coup pour eux c'est plus facile à gérer, pour les parents aussi d'ailleurs. Et puis pour moi aussi, parce que moi j'ai un visuel sur ma période complète, parce que quand je vais préparer ma période, je prépare la période complète avec les plans de travail complets. Donc je sais tout le temps où j'en suis et une fois que ça c'est fait, le reste du temps c'est que de la disponibilité pour les enfants. D'ailleurs, tu parlais des parents. Comment est-ce que tu l'as présenté aux parents, aux familles et quel a été leur retour? Alors, la première année où j'ai pratiqué ça, c'est vrai que les parents n'étaient pas au courant avant parce que c'était quelque chose que j'ai mis en place petit à petit la première année où je l'ai faite. Donc, j'ai mis en place petit à petit. Alors, au début, les parents me disaient, ouais, ils sont à 4 pattes par terre, comment ils peuvent écrire? Et puis, à force de leur montrer que les cahiers ne sont pas plus mal tenus quand l'enfant est à plat ventre par terre que quand il est assis sur une chaise, et puis de leur démontrer, leur montrer que finalement, l'enfant, il apprenait aussi bien avec cette façon d'être que dans un cours magistral. Moi, j'ai pas eu de retour négatif en fait. C'était plus des petites inquiétudes. Voilà. Est-ce que ça va pas perturber l'enfant d'être assis par terre, machin? Mais autrement, non. Et et ça fait maintenant 4 ans que je le fais. J'ai jamais eu de retour négatif. Et après, voilà, je veux dire, bon, nous, on a plusieurs CM2 dans l'établissement, donc je sais qu'il y en a qui viennent par choix. Il y en a qui veulent absolument être dans ce système-là parce qu'ils sentent que leur enfant, du coup, ça va être plus facile pour lui. Et c'est pas forcément que les très bons élèves à qui ça convient. Au contraire, il y a des fois, c'est même plutôt à des enfants qui sont en difficulté dans un truc plutôt carré. Et là, leur offrir la possibilité de choisir déjà leur fiche de travail, de choisir la posture dans laquelle ils vont s'installer. Ça met un climat aussi de confiance avec les enfants et finalement, les parents, ils en sont plutôt contents, quoi. Et du coup, les élèves aussi, tu as le retour des élèves, ils te disent parfois? Alors moi, je fais toujours un petit bilan en fin d'année. D'accord. Donc, alors moi, j'ai jamais eu de retour négatif. Parce que voilà, ils sont même, il y en a même qui me disent, ah ouais, mais si ça va plus être comme ça au collège, on va être obligé d'être assis sur une chaise, voilà. Donc, mais c'est pas grave parce que de toute façon, tout ce qu'ils auront appris en autonomie, en organisation avec moi, ce sera toujours du temps de gagner après pour le collège. Et puis, mais voilà. Mais moi, il me manque le retour, tu vois, au niveau collège prof pour savoir vraiment s'il y a une différence, s'ils ressentent une différence ou pas. Et donc là, j'espère avoir des retours là d'ici la fin de l'année, du coup, hein, pour pouvoir voir ce que ça a donné, quoi.
Voilà. Très intéressant, Véronique. Ta présentation est, il me semble, très très claire et on voit bien que c'est l'élève qui bénéficie vraiment, autant l'élève que toi, parce que comme tu le Mais disais, même tu es moi, très oui, disponible. voilà. Moi, je Oui. me sens beaucoup plus. Alors, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça m'a donné énormément de boulot à la maison parce que, bah voilà, il a fallu préparer tout ça. Donc, j'ai passé quelques semaines de vacances quand même. Mais au niveau du quotidien de la classe, moi, je respire, quoi, parce que je me sens pas. Tu vois, je suis pas tout le temps en train de me demander, mais comment je vais faire la semaine prochaine, machin, qu'est-ce que je dois faire, et les enfants, ils en sont où? Là, non, je sais systématiquement chaque vendredi soir en partant, je reprends les plans de travail, je sais où ils en sont. Et eux, du coup, ils savent la semaine d'après ce qu'ils doivent reprendre et s'ils peuvent partir sur un nouveau plan de travail. Voilà. Mais pour moi, c'est tout confort, quoi, parce que franchement, moi, je suis hyper disponible à chaque instant et j'arrive même des fois à corriger leur travail au fur et à mesure parce qu'ils sont tous, voilà, ils sont tous occupés et c'est pas. Enfin bon, il aurait fallu qu'on filme en temps réel, mais il y a pas, c'est pas bruyant, Oui. c'est pas le cirque du tout. Franchement, les enfants, ils ont bien pris le pli de se déplacer, ils savent qu'ils se déplacent d'un endroit à un autre, mais il y a alors c'est sûr, il y a des règles à poser dès le départ, hein, pour pas que ça devienne une cacophonie, que chacun respecte bien le travail des autres, que voilà, que tout le monde travaille. Mais franchement, moi je trouve que là, je suis arrivée cette année à avoir vraiment une vraie ambiance de travail et les enfants sont acteurs de leur apprentissage, quoi. Je me permets, voilà, pour être déjà passée plusieurs fois à côté ou rapidement dans la salle de Véronique, je rejoins complètement Véronique. C'est un climat de classe très apaisé, c'est très serein, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'enfants qui chahutent, il n'y a pas d'enfants, on les voit même pas gigoter, en fait. Et effectivement, hein, je pense que comme tu dis, il faut lâcher parce qu'il y a des enfants qui vont être par terre, qui vont être sur des chaises roulantes, mais ils n'en abusent pas, ils n'en profitent pas. Et ils sont vraiment dans le travail. Donc c'est Oui, non, mais vraiment voilà, c'est vraiment. Mmh. Moi, je pense justement que le fait de leur laisser la possibilité de s'installer comme ils veulent, déjà, ça leur retire ce poids-là. Parce qu'il y a des enfants, tenir 6 heures sur une chaise, c'est pas possible, quoi. Donc, on voit bien, de toute façon, les enfants qui gigotent, on en a plein dans nos classes, quoi. Des gamins qui sont comme ça, qui bougent, qui remontent les jambes, qui tiennent pas sur leur chaise, quoi. Et leur donner la possibilité, pourquoi pas, de se mettre par terre ou assis sur un coussin, ou de prendre vraiment la posture qui lui convient, je trouve que pour eux, c'est un poids en moins, quoi. Et c'est le choix de l'élève. Alors Voilà. en plus, c'est le choix de l'élève parce que tout au long de la matinée, comme les groupes circulent, tournent, viennent vers moi, ils peuvent changer de place, ils peuvent changer de chaise, enfin d'assise. Donc voilà, c'est tout un mouvement dans la classe, dans une matinée, mais ça se fait naturellement. Voilà, ça se passe, voilà. Les enfants, enfin après voilà, il faut vraiment le cadrer, bien l'expliquer en début d'année. C'est pour ça que je disais, moi je me laisse toujours 3 mois jusqu'à la Toussaint pour que voilà, ils aient bien compris le fonctionnement, que c'est pas le cirque, hein, c'est pas la pagaille, que c'est quelque chose. On leur laisse des libertés, mais on n'en abuse pas et on est là aussi pour travailler, quoi. On n'est pas là non plus, voilà, pour embêter le voisin, etc. Vraiment très très intéressant. Est-ce que tu souhaitais rajouter autre chose ou est-ce que vous aviez des questions à poser? Vous pouvez commencer à poser vos questions et on va y rebondir. Il y a des questions dans la conversation, hein. Alors nous, on les voit pas. On voit rien. Alors il faut que tu cliques sur conversation. Conversation. Alors, attends, là. Voilà. Quick. Très bien, ça y est. Alors, un exemple de plan de travail. Comment organisez-vous la journée? Vous faites des ateliers toute la journée? Alors, changer les ateliers des jeux, toutes les périodes. Alors, bon, chercher un plan de travail. Plan de travail, oui, je pense que je vais pouvoir le montrer. Au niveau de l'organisation de la journée, donc, j'ai ces rituels tous les matins. J'ai des petits rituels en calcul, en dictée, en mots, machin. Par contre, une fois qu'on travaille sur le plan de travail, on tourne, donc les 4 groupes vont tourner vers moi pendant environ une demi-heure et les autres travaillent sur le plan de travail, mais en
en français, uniquement le matin. Après, moi, c'est vrai que du coup, cette année, pour la première fois, parce que j'avais le temps aussi de les préparer, j'ai mis en place des ateliers l'après-midi. Donc, tout ce qui est histoire géo, EMC, anglais et j'oublie l'art, ça, je fais tourner en atelier sur 2 après-midi dans la semaine. Et là, c'est pareil. Donc là, ils ont des activités différentes et ils tournent aussi par petits groupes. Voilà. Et du coup, j'ai plus le cours magistral en histoire ou le cours magistral en géographie. C'est beaucoup de la recherche, beaucoup du travail sur documents, beaucoup des vidéos aussi, des petites vidéos que je leur demande de regarder. Et à l'issue des 3 ou 4 semaines, on fait une petite mise en commun avec une trace écrite pour pouvoir après faire l'évaluation. Au niveau des jeux, j'ai une question là sur les jeux aussi. Alors moi, mes jeux, ils sont en fonction des thèmes abordés dans la période. Donc, ils vont changer à chaque période. Si je travaille sur les fractions, je vais sortir mes jeux sur les fractions. Voilà, j'ai des jeux un petit peu dans tous les domaines. Donc là, je vais les sortir au fur et à mesure de mes activités. Sur quels critères les élèves choisissent leur fiche de travail? Alors, au niveau des... je sais pas, j'ai essayé de montrer un plan de travail. Je sais pas si... On va vous montrer avec la vidéo. Si on voit bien. C'est pas évident. Donc ça, c'est ce que l'élève a à disposition. Donc là, dans le plan de travail, de ce côté-là, c'est toutes les compétences, les matières à acquérir. Et puis autrement, à côté, c'est toutes les fiches de travail qu'ils ont à faire. Donc là, j'ai proposé 2 niveaux à chaque fois et ils choisissent un niveau ou un autre selon c'est leur envie en fait. Moi, je donne pas je leur dis pas il faut absolument que tu fasses ça. Non, ils ont 2 propositions de fiches et eux ils choisissent celle qui leur convient le plus. Pour les élèves qui vont rapidement, je prévois toujours aussi une colonne travail supplémentaire. Parce que voilà, il y en a qui vont très très vite et moi le plan de travail il doit fonctionner sur 15 jours. Sachant que moi je suis à 75%, donc je suis là que 3 jours, donc ça leur fait 6 jours. Donc un plan de travail sur 6 jours, mais je sais très bien qu'il y en a qui vont aller beaucoup plus vite, donc ils ont une proposition de travail supplémentaire. Au niveau de l'organisation du plan de travail, chaque vendredi, moi en fin de matinée, je les prends individuellement et je vérifie ce qui a été fait. Alors, sachant que moi, en général, j'ai le temps de corriger quand même assez régulièrement leur travail. Donc, je sais où ils en sont et on fait le point en fin de chaque semaine pour voir si c'est à retravailler. À ce moment-là, je l'écris sur le plan de travail et le travail est repris la semaine d'après. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va descendre. Je sais pas si... Alors, est-ce que la personne qui fait ton carton travaille autrement ou pas? Alors, oui, elle, en plus, moi, c'est une remplaçante. C'est rarement des titulaires, donc c'est compliqué pour eux de rentrer dans le schéma, quoi. Par contre, c'est vrai que je sais qu'elle a essayé des choses. Alors, elle fait pas la totalité de ce que je fais moi, parce que elle est là pour 1 an et puis elle va pas tout préparer. Mais elle essaie de faire des choses. Donc, elle a gardé au niveau de l'espace, elle a gardé l'idée de l'espace et de l'assise. Donc elle a bien accepté accepter ça. Par contre, elle fait pas de plan de travail. Voilà, c'est un petit peu plus classique au niveau de la structuration de la journée. Donc une question aussi. Les temps collectifs. Donc les temps collectifs, c'est les temps par petits groupes. Donc voilà. Par contre, en grand groupe, en français et en maths, je fais pas de temps collectif. C'est que par petits groupes. Et par contre, les temps collectifs, ça va plutôt être pour faire les mises en commun de leur recherche en histoire, en géo, en EMC. Là, je vais faire des grands temps collectifs. En musique aussi, je travaille pas en atelier ni rien du tout. Là, c'est vraiment du collectif. Et voilà, et les séances de sport, pareil. Donc, j'ai quand même gardé quelques matières qui sont en temps collectif. Mais curieusement, c'est pas ça qui leur plaît le plus, quoi. Parce qu'ils sont tellement habitués à travailler en petits groupes ou en autonomie que finalement, les temps ou en grand groupe, c'est pas forcément ce qu'ils préfèrent. Est-ce que sur ces temps collectifs, il s'assied également, comme il n'y a pas de, comme vous l'avez vu sur les photos, il n'y a pas
un bureau par élève. Non, bah Est-ce oui. qu'ils s'assiedent où ils veulent? Voilà. Du sur coup, ces temps même en, collectifs? voilà, même en temps collectif, on organise, on occupe l'espace et on est D'accord. assis comme on veut. Alors, est-ce que dans le plan de travail, je crois qu'on avait déjà répondu Alors partiellement. oui, dans le plan de travail, donc il y a des fiches d'exercice, mais il y a aussi les jeux. Je peux effectivement aussi mettre des jeux. Voilà, tout à fait. Les 4 groupes de 7 élèves sont-ils tous les mêmes toute l'année? Alors non, ça peut évoluer. Parce que moi, je fais un point normalement fin de chaque période pour voir si l'enfant a acquis un petit peu, acquis plus d'autonomie, s'il a acquis plus d'autonomie, si au niveau de son travail écrit, je peux lui demander des quantités supérieures. Donc, je peux faire évoluer les groupes, mais ça va dépendre des élèves qu'on a en face de soi. Y a-t-il des élèves qui ne se mettent pas au travail? Si oui, comment gérez-vous cela? Alors, ça m'est jamais arrivé. Donc, je sais pas trop. J'ai jamais eu trop ce problème parce que du coup, si je sens qu'il y a vraiment une difficulté, je vais m'arranger pour proposer quelque chose qui lui demande pas trop de temps. C'est pour ça que je parlais de fiches plastifiées tout à l'heure, parce que du coup, il aura, par exemple, très peu à écrire. Il y aura juste les réponses, les choses comme ça. Donc, quelque chose qui lui est accessible. Voilà, en fait. quelque chose d'accessible pour que il puisse réussir aussi à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de refus. Non, ça s'est jamais produit. Et au niveau des évaluations, pareil, donc tu disais que tu fais les mêmes évaluations pour tout le monde. Oui. Et ils choisissent leur place et elles ne sont pas forcément en même temps. Non, au niveau des évaluations, ils savent, en début de période, ils savent qu'ils vont avoir telle évaluation à faire. Alors, en général, en plus, moi, je m'arrange pour que ça soit hyper court, les évaluations. Si par exemple, là, comme là, en grammaire, en ce moment, on est en train de retravailler la notion de nature et fonction. Donc, ils savent que l'évaluation, ça va être la nature et la fonction. Mais je mets des exercices super courts parce que je me dis, c'est pas la peine d'avoir une tartine en évaluation. Moi, je vois tout de suite si c'est acquis, pas acquis. Donc, je fais aussi des évaluations avec des choses très courtes, avec le moins possible à écrire pour pas perdre de temps. Mais du coup, après, les enfants, ils font aussi en fonction de leur rapidité dans le plan de travail. S'ils ont terminé la notion sur le plan de travail, ils savent qu'ils peuvent venir me demander l'évaluation. C'est ça, c'est eux quand ils se sentent prêts, ils viennent te dire. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça implique Par aussi. contre, je mets une date butoir quand même. Il y a quand même une date butoir où dans l'agenda, il y a une date, tel jour, il y aura l'évaluation. Si elle n'a pas été faite avant. D'accord. Si elle a été faite avant, il n'y a pas de souci. Mais par contre, oui, je mets quand même un butoir parce que voilà, on ne peut pas non plus traîner toute l'année sur certaines notions, quoi. Alors, une question d'Ophélie. Est-ce que c'est imaginable pour du cycle 2, notamment CP peu autonome? Alors, au niveau de l'espace et de l'assise, oui. Après, au niveau d'un plan de travail en CP, je pense que ça peut être compliqué quand même. Je ne vois pas trop comment mettre en place un plan de travail en CP. Est-ce qu'il faut se laisser le temps aussi? Tu disais que jusqu'à la toute fin. Après, pourquoi pas? Enfin, moi, je pense que tout est envisageable. Après, moi, je pense qu'il faut aussi se donner notre chance à nous, quoi. Moi, je pense que si ça convient à l'enseignante de CP, faut qu'elle se lance. Et après, de toute façon, faut savoir que vous n'allez pas réussir comme ça du premier coup. Enfin, moi, j'ai remis plein de choses en question tout au long de mon expérience. D'une année sur l'autre, je remaniais des choses, je retransformais des choses parce que je m'étais aperçue dans l'année, ça fonctionnait pas forcément bien. Donc, il faut être très humble, je pense, par rapport à ça. Faut pas vouloir faire trop vite, faut pas vouloir en faire trop. Et puis, faut pas hésiter à se remettre en question tout le temps. De toute façon, les enfants, ils vont forcément vous remettre en question à un moment donné. Donc, moi, je pense que tout est envisageable. Après, c'est aussi chacun qui a son ressenti et qui peut adapter aussi en fonction de ses compétences aussi à soi, hein, parce qu'on on n'est pas tous. Alors, une question sur les groupes. Est-ce que ce sont des groupes homogènes, hétérogènes? Donc, tu as bien dit qu'ils évoluaient dans l'année. Alors, c'est des groupes plutôt homogènes dans le sens où je vais mettre ensemble les enfants, le plan de travail et les petits groupes que je prends, ça va être aussi en fonction de leurs difficultés. Donc, je préfère prendre tout un groupe d'enfants en difficulté, mais ça, c'est moi. Peut-être que quelqu'un le gérerait autrement. Moi, je préfère avoir mes 7 enfants en difficulté en même temps
et puis être à côté d'eux, et puis qu'on refait sur l'ardoise, et voilà. Mais après, c'est pas fixe, figé. enfin voilà, c'est pas figé. Moi, je pense qu'on peut se laisser aussi une porte ouverte, hein. On peut très bien avoir dans un même groupe des enfants hétérogènes, et puis que du coup, s'ils ont compris la notion, ils peuvent repartir un peu plus vite à leur place, faire leur travail. Enfin voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien n'est figé en fait. Je pense qu'il faut se donner la chance d'expérimenter les choses. Alors oui, le mobilier à un certain coût, ça oui, c'est évident. Oui. Ça, c'est du mobilier qui coûte quand même relativement cher. Donc c'est pareil, je pense que aussi, moi j'ai commencé avec les moyens du bord. Puis petit à petit, on a acheté du matériel, on a investi dans du matériel. Mais il ne faut pas que ça soit un blocage, je pense. Hein. Je pense qu'il y a moyen aussi de faire des choses sans forcément avoir beaucoup de mobilier adapté, quoi. On peut aussi rester sur la notion d'espace, de groupe de table, de coin de travail. Et puis après, petit à petit, en fonction des besoins, je trouve plus le mot, du coût des choses, oui, voilà, investir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte assez cher. Après, c'est vrai, quand on voit les chaises roulantes, il n'y a pas une chaise roulante par élève, il y en a 4, 5. Voilà. Il faut essayer d'avoir voilà. en fait une variété d'assises, mais pas forcément en quantité. Donc moi, je sais que j'ai des chaises à roulettes, j'en ai 4. J'ai des tabourets, je dois en avoir 4 aussi. J'ai des, alors je sais plus comment ça s'appelle, les gros tabourets qui se basculent. Là, j'en ai que 2. Les étoules, j'en ai 3. Après, j'ai des petites tables basses avec des coussins, mais ça, les coussins, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Hein, donc voilà. Donc faut faire petit à petit, je crois. Il faut, voilà, en fonction des possibilités de l'école. Hein, ça, c'est sûr que. Et je rejoins Véronique. La première année où Véronique a démarré, les élèves, effectivement, étaient dans le couloir. Oui, ils allaient dans le couloir, ils s'asseyaient par terre, ils s'asseyaient sur les marches d'escalier. Enfin, voilà. C'était leur proposer autre chose, mais j'avais pas de mobilier. Oui. Donc, on a fait la première année, on a fait avec ce qu'on avait. Donc, c'est possible. Faire avec ce qu'on a, c'est possible. Est-ce qu'il y a des conflits entre élèves pour choisir le mobilier en premier? Eh ben non. Non. Moi, j'ai pas eu ce problème, non. Non, parce que je pense qu'ils ont au bout d'un moment, ils ont aussi leurs préférences. Et du coup, non, moi, j'ai pas eu ce problème-là cette année. Non. Pas de souci. Une question, est-ce qu'il y a des temps d'interaction entre les élèves ou est-ce qu'ils travaillent tout le temps seuls? Alors, sur le plan de travail, ils travaillent seuls. Par contre, quand c'est des ateliers de jeu ou de recherche de documents, des choses comme ça, ils peuvent être à 2 ou en petit groupe, voilà. Mais leur plan de travail est quand même individuel, à la base. En maths, en français, c'est du travail plutôt individuel. Faut-il beaucoup de manuels et références différentes, faire un plan de travail? Alors moi, j'ai beaucoup piqué sur Internet. Je suis allée sur beaucoup de sites différents. Par contre, les élèves, ils ont un manuel de maths, un manuel de français, qui ont tous le même. Donc parfois, dans le plan de travail, je mets aussi des exercices de leur livre. Mais après, moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur différents sites. Et puis, c'est pour ça que je disais au début, j'ai beaucoup photocopié puis beaucoup plastifié parce que voilà, pour pas gaspiller, pour pas refaire des photocopies à chaque fois non plus. Donc la plastifieuse a beaucoup fonctionné. Une question aussi de quand tu démarres, tu prends les 4 groupes, donc sur une matinée, oui. Tu fais maths français. Oui. Est-ce que tu travailles la même notion avec les 4 groupes, bien oui. sûr adaptée en fonction du niveau des élèves, oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire que tu répètes 4 fois la même notion. Alors oui, moi je vais répéter 4 fois la même notion, mais je la répète jamais 4 fois de la même façon, parce que justement comme j'ai fait des groupes un peu de niveau, je ne vais pas utiliser les mêmes méthodes. Par exemple, avec mon groupe en difficulté, on va utiliser du matériel, on va manipuler, ce que je ne vais pas faire avec mes élèves qui sont au top et qui, en deux phrases, ils auront compris ce que je veux dire, quoi. Donc, oui, la notion est la même 4 fois, mais la façon de la traiter n'est pas la même. On peut descendre là aussi. Non. Donc, pour les questions, on pense avoir répondu à beaucoup de questions que vous aviez posées. On vérifie.
On va remonter peut-être un petit peu. Je sais pas si Il y avait une question sur l'évaluation. Pourquoi une évaluation identique pour les élèves? Alors ça, c'était la consigne que m'avait donnée la directrice de l'époque. J'en ai pas jamais reparlé avec la directrice actuelle, mais c'était une des conditions aussi pour qu'elle me laisse aussi faire mon expérience, mais elle m'avait dit dans le moment, bah écoute, c'est bien, ils vont travailler chacun différemment sur les notions, mais au niveau des évaluations, il faut qu'elles soient identiques pour que tu puisses, toi, transmettre après au niveau du collège un niveau d'élève. Donc forcément, j'étais obligée de faire la même pour tout le monde. Voilà. Est-ce que tu peux jouer sur les modalités de l'évaluation? Alors, on peut jouer sur les modalités. On peut très bien faire des exercices à trous, enfin le même exercice, mais du coup exercice à trous ou des choses, voilà. Mais le contenu, il est strictement identique pour tout le monde. D'accord. Mais on peut jouer effectivement sur la modalité de passage. Un nouveau message. Alors, si on est intéressé, par quoi commencer? Qu'est-ce qui est simple et qui est plus complexe? Je vais peut-être la relire le temps. Alors, si on est intéressé par la classe flexible, par quoi est-ce que tu conseillerais de commencer? Est-ce qu'on part du simple au complexe? Est-ce qu'on choisit déjà le français et après français-maths? Est-ce qu'on joue déjà sur le plan de travail ou sur le matériel? Voilà. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer? La première chose pour moi, c'est l'organisation de l'espace. Donc, en fonction de la salle de classe que vous avez, faut déjà réfléchir à comment vous allez aménager votre espace. Sachant qu'il faut un petit coin regroupement, il faut des petits îlots de table de table, s'il y a des tables, mais voilà. Donc ça, c'est important. C'est la première chose à laquelle moi j'ai réfléchi. J'ai commencé par là. J'ai fait un plan, moi. Je me suis carrément fait un plan. J'ai pris une feuille de papier, je dessinais mes tables, je dessinais mes trucs pour avoir mon plan de classe en fonction de ce que je voulais vraiment mettre en place. Donc ça, après il y a l'histoire des assises, mais bon, comme je vous ai dit, ça, c'est en fonction du mobilier que vous avez. Donc je pense qu'au départ, il faut faire avec le mobilier qu'on a et puis proposer des choses assez simples. Pourquoi pas juste un enfant l'autoriser à s'asseoir par terre puis à travailler par terre. Enfin voilà, ça peut être que ça au départ, hein. Ça peut être vraiment très 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 simple. Au niveau du plan de travail, je pense qu'il ne faut pas vouloir tout faire dès le départ, quoi. Moi, je fais maths et français parce que, voilà, au bout d'une dizaine d'années, voilà. Mais je pense qu'il faut choisir une matière au départ. Soit maths, soit français, selon les affinités de chacun. Mais je pense qu'il faut déjà commencer par une chose. Et puis après, on augmente la quantité. Et voilà. Mais je pense qu'il faut pas être trop gourmand, il ne faut pas être trop ambitieux. Il faut vraiment commencer doucement avec les choses qu'on a. Voilà. Moi, quand j'ai commencé le plan de travail, je faisais un plan de travail, mais ils avaient un manuel. Donc, le plan de travail, c'était les exercices du livre. Et l'année où j'ai fait ça, c'est l'année où j'ai commencé à faire mes recherches et à photocopier, imprimer, faire mes jeux. Donc, en même temps, tu vois, je préparais déjà l'année d'après. Mais ça s'est fait vraiment petit à petit, quoi, sur vraiment 3-4 ans pour arriver à avoir un stock de matériel maintenant que j'ai plus besoin. Enfin, dans ce que j'ai, je sais que voilà, si je fais les fractions, je sais que j'ai tout ce qu'il me faut. Mais voilà, il faut se donner du temps, il faut se donner le temps. Il ne faut pas vouloir tout faire, il faut y aller vraiment progressivement. Et est-ce que tu verrais un prolongement à cette classe flexible, cette classe inversée et ce plan de travail? Moi, je trouve que c'est dommage qu'on ne le prolonge pas au collège. Tu vois, c'est quelque chose qui me semble pourrait être mis en place au collège. Je ne sais pas sous quelle forme, hein, mais je pense que l'aménagement d'une salle de classe, ça pourrait être sympa aussi au collège, quoi. Bon, à réfléchir, à voir. Et toi, dans ta pratique de classe, il y a quelque chose que tu ferais évoluer là? Eh bien, écoute, moi, cette année, je suis plutôt satisfaite. J'ai pas eu trop de choses qui m'ont reposé question. Autant les années d'avant,
Autant les années d'avant, je remettais pas mal de choses en question. Et autant maintenant, je trouve que cette année, ça a bien fonctionné. Alors, je ne dis pas que c'était l'idéal. Hein. J'ai refait quand même une formation sur le plan de travail cette année parce que voilà, j'avais aussi besoin d'avoir de remettre à plat certaines choses et puis d'avoir l'expérience d'autres personnes. Donc j'ai refait une formation Canopé sur le plan de travail où du coup ça m'a permis de réaménager mes plans de travail. Je les ai remodifiés après ma formation. Mais après, de toute façon, tout est remis en question tout le temps, quoi. Enfin, c'est pour ça que je disais, voilà, les enfants qu'on a en face de soi sont différents, donc on ne va pas organiser forcément les groupes de la même façon. Enfin, voilà. Le système de ceinture, ça fonctionne très très bien, classe flexible, oui, bien sûr, tout à fait. Moi, je les utilise pour les opérations, les problèmes, l'orthographe. Là, c'est des choses que j'ai pris toutes prêtes, et c'est vraiment très très bien fait. Donc oui, il faut pas hésiter, là, oui. Est-ce que le soir à la maison, les élèves visionnent une capsule et relisent une leçon? Voilà, moi je leur donne ça, oui. Alors ils ont la capsule avant la leçon, mais une fois qu'on a fait la leçon, ils ont un mémo avec les leçons écrites, hein, où ils ont les leçons à apprendre. Donc la capsule, c'est vraiment avant, pour qu'ils préparent la leçon. Et après, ils ont leur leçon à apprendre comme d'habitude, quoi. C'est pas, ça change pas au niveau du travail le soir. Et tu as trouvé une capsule pour chaque leçon? Alors, il faut chercher, hein, parce que c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup les fondamentaux de Canopé, où il y a déjà énormément de choses, mais il n'y a pas tout, enfin, surtout pour les CM2. Après, peut-être pour les classes de cycle 2, c'est peut-être un peu plus complet, mais au niveau du cycle 3, je trouve que parfois, il manque des choses. Ou alors c'est pas assez poussé. Donc je vais chercher ailleurs. Mais il y a énormément de personnes qui font. Hein, je vous ai parlé de Maître Lucas tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres et qui sont très très bien faites. Donc faut pas hésiter à aller piocher à gauche à droite, quoi. On a quand même la chance d'avoir un outil internet, oui, c'est vrai, qui est quand même voilà une bonne source de renseignements. Alors attends, parce que là je vois. Donc, pour rebondir sur la capsule, le temps d'atelier, donc en petit groupe avec toi, c'est la mise en commun de la capsule? Voilà, exactement, c'est ça. Moi, je reprends avec eux quand ils arrivent vers moi, je leur dis, voilà, vous avez une capsule vidéo à regarder hier, qu'est-ce que vous en avez retenu? Donc, on commence comme ça. Et puis, on affine après. Hein, si tout est compris, tant mieux, tout va bien. On fait des petits exercices. Et puis, par contre, si je vois que c'est plus ou moins compris, là, on va refaire la leçon avec du matériel s'il y a besoin, etc. Alors, pourrait-on envisager d'avoir ce type de formation? Ça, c'est sûr que ça pourrait être une formation, ce serait bien. Là, on renvoie, voilà. Pourrait-on envisager ce type de formation, plan de travail, classe flexible, classe inversée, Formiris? Donc, ça revient, c'est une question qui est revenue aussi. Une formation Formiris, est-elle envisageable? Ce serait bien. Alors, moi, celle de plan de travail, moi, je l'ai faite sur Canopé. La classe inversée, il y en avait une, là, dernièrement aussi sur Canopé. Mais c'est vrai que ça pourrait être envisagé, oui, une formation Formiris, hein, ça pourrait être. S'il y a du monde qui est intéressé, oui, c'est sûr, ce serait bien. Alors, il y a de nombreux messages, donc on prend voilà, donc une personne qui est d'accord. Oui, voilà. Voilà. Tout à fait. Et il y avait une question dessus. Oui, alors celle-ci. Non, ça j'ai déjà répondu. Formation Formiris aussi. Non, c'était encore au-dessus. Ouais. Voilà, là, à propos des ateliers. Alors, attends, je mets tout. Voilà. Pendant les temps d'atelier de l'après-midi, concernant la géographie, l'EMC, les élèves fonctionnent-ils encore en centre d'autonomie? Alors, en général, ils fonctionnent par petits groupes. Donc, moi, j'ai organisé l'après-midi avec donc mes 4 groupes qui sont les mêmes que pour les plans de travail. Hein, je garde mes 4 groupes et ils vont tourner dans l'après-midi sur donc je fais durer l'atelier 3/4 d'heure. Donc ça fait 4 fois 3 fois 3/4 d'heure. Oui, ça me fait 3 ateliers dans l'après-midi. Et donc ils tournent sur les ateliers tous les 3/4 d'heure, donc ça m'occupe l'après-midi. Et ils fonctionnent en autonomie parfois, parce qu'il y a parfois des recherches que je leur fais faire individuellement, mais aussi c'est là qu'on va commencer, on va mettre aussi en place du travail de groupe ou du travail par 2 ou 3, parce que des fois 7 c'est beaucoup, 7-8 c'est beaucoup. Donc quand ils sont 7-8, je fais plutôt des demi-groupes dans le groupe.
et ils ont des recherches à faire en histoire, en géographie, selon le thème, selon le thème prévu pendant la période. Et est-ce que ce travail de groupe te demande d'accompagner les élèves? Oui, alors moi l'après-midi, l'après-midi, moi je suis complètement dispo. Donc je circule de groupe en groupe tout au long de l'après-midi. Je vais vers eux pour vérifier déjà que c'est pas la pagaille, qu'ils sont bien en train de travailler. mais non, mais ça se passe bien dans l'ensemble. Mais c'est vrai que moi du coup je suis complètement disponible l'après-midi. J'ai pas de groupe à moi. Je circule de groupe en groupe et on fait des petits bilans comme ça ensemble régulièrement. Et puis donc je vous dis à la fin de la période, donc les groupes ils peuvent tourner sur 2 semaines ou 3 semaines, ça dépend du thème qu'on est en train de travailler. Et on fait une mise en commun après. Donc un élève de chaque groupe vient présenter son travail et à la suite de ça on fait une mise en commun. D'accord. Alors, il y a des nouveaux messages. Anne, est-ce que tu viens en co-intervention ou être spécialisée pendant la classe? Eh bien, non. Non. Donc, je ne m'étais pas présentée tout à l'heure. Donc, Anne Dumont, je suis enseignante spécialisée donc du réseau d'aide. Et non, je ne viens pas dans la classe de Véronique parce que Véronique gère très bien. Et comme elle le disait, elle rend les apprentissages accessibles. Donc, elle s'adapte vraiment à l'élève. Donc, l'élève a déjà son espace, on va dire sa mobilité, c'est un choix de l'élève. Et après, au niveau des apprentissages, donc déjà, Véronique a son expérience d'enseignante et l'apprentissage est accessible à l'élève. Donc, l'élève va dans le travail. Après, bien sûr, quand une situation compliquée où elle aurait besoin de mon regard, bien sûr que j'interviendrai. Mais Véronique, en même temps, l'apprentissage est accessible et elle est disponible pour accompagner les élèves. Donc non, je n'interviens pas. Alors après, il y avait une autre question, un groupe par discipline. Donc je pense que c'est par rapport aux ateliers de l'après-midi. Donc oui, un groupe par discipline. J'ai un groupe, par exemple en histoire, un groupe en géographie, un groupe en anglais, voilà. Et ils tournent sur les 6 ateliers, et ils tournent comme ça sur deux après-midi dans la semaine. Voilà. Après, dans la classe, il y a aussi un élève en situation de handicap et il est complètement intégré dans les groupes. Enfin, voilà, il a une AESH qui l'accompagne et c'est un élève sur ses temps de groupe, il est complètement avec le groupe. Oui, alors toi, on parlait d'individualisation tout à l'heure. C'est vrai que du coup, ce petit enfant qui a des troubles autistiques, il va être vers moi pendant le temps de regroupement. Et lui, par contre, il a un plan de travail qui est individuel. Autant les autres, il y a des choses très communes, autant lui, voilà, il y a des choses qui sont vraiment très individualisées pour lui. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est le travail en amont pour faire toute cette préparation. Mais après, au moment de la classe, c'est de la disponibilité pour chacun. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui passionne en tout cas, qui intéresse vraiment. Merci de Rossi, en tout cas c'est clair et bien précis. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Donc je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. En tout cas, je voulais remercier. Donc s'il y a une autre question qui arrive, bien sûr, on la prendra. Mais j'ai retenu quelques mots clés: se laisser le temps, faire preuve d'humilité, ne rien avoir de figé. L'apprentissage, l'enseignante est disponible pour ses élèves, l'apprentissage est accessible. Donc voilà, je voulais vous remercier, tous les participants, pour votre présence, pour vos questions tout à fait pertinentes. Je remercie vraiment beaucoup Véronique. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un très bel exemple d'enseignante qui est plutôt en fin de carrière et qui n'a pas hésité, je peux le dire, tu peux le dire. qui part en retraite même à la fin de l'année et qui n'a vraiment pas hésité à remettre en cause sa pédagogie, son mode de fonctionnement et qui même, je pense que tu termines ton année heureuse et satisfaite. Ah oui, tout à fait. Moi, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai commencé. Ça a été un petit peu la clé de tout ça. Moi, je ne me voyais pas faire tous les ans la même cuisine. Enfin non, c'est pas dans mon tempérament. Donc voilà, c'est aussi ce qui m'a poussée à aller regarder un petit peu ce qui se faisait ailleurs.
Voilà. Donc, merci pour ton investissement auprès des élèves, dans l'école, ta créativité, parce qu'il faut en faire preuve, ton partage d'expérience qui a été très intéressant et très riche ce soir, et puis ton enthousiasme. Alors, quelques questions encore, des merci, bien sûr. Il y a beaucoup de merci. Je me permets de prendre la parole quelques minutes pour d'abord te remercier. C'était très très intéressant, très clair. On est parti d'une classe qui commence à bouger les meubles pour partir sur une pratique pédagogique bien intégrée. On voit bien que la classe inversée, c'est pas juste une question de meubles, c'est une question de meubles évidemment, mais c'est aussi une question de pratique pédagogique, de posture de l'enseignant aussi, parce que les élèves sont en autonomie, il y a beaucoup d'autonomie, de travaux en interaction, etc. Donc, d'abord, bravo pour cette pratique-là. Merci, un grand merci d'avoir pris le temps de nous l'exposer. J'espère que il y a eu des questions. Est-ce qu'on peut suivre? Est-ce qu'on peut continuer? Donc, j'ai pris en note le principe de la demande de formation. Donc, je vais voir auprès de Fabrice, j'irai voir avec Marie-Pierre Dulac si c'est possible qu'il y ait l'année prochaine une formation proposée sur classe inversée, classe flexible, classe, etc. Donc, parce que c'est en effet quelque chose qui est d'actualité et puis il y a de plus en plus d'expérience. Donc, je vais demander s'il est possible qu'il y ait une proposition de formation. En tout cas, un grand merci pour la présentation. Merci Anne, qui pour la 2e année consécutive participe à nos webinaires en faisant l'animation et puis en proposant déjà le webinaire. Merci à vous. Vous êtes nombreux. La dernière fois, on n'était pas très nombreux. Vous êtes nombreux. Donc, merci à vous. Je rappelle que ce webinaire sera sur notre chaîne YouTube dans quelques jours pour que ceux qui ne l'ont pas vu puissent le voir et ceux qui veulent le revoir puissent le faire aussi. Il y avait une question, est-ce que Véronique peut laisser ses coordonnées? Ce que je propose, c'est que vous m'envoyez un mail, je l'enverrai à Véronique et puis après, Véronique vous répondra en direct plutôt que de mettre comme ça les coordonnées. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je le transmette à Véronique. Merci beaucoup Véronique, merci Anne, Merci. et puis bonne soirée à tout le monde. Et puis un prochain webinaire très tôt, on devrait avoir un webinaire sur une expérience qui a été faite à Lyon d'une association qui propose un accompagnement des élèves en difficulté. Je ne peux pas en dire plus parce que ça s'appelle Coup de pouce. Je ne peux pas en dire plus parce que on n'a pas encore vraiment calé ce webinaire, mais il devrait arriver, j'espère, avant la fin de l'année. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Grand merci, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.